Alors bonjour, nous allons continuer avec la série d'exercices. Nous en sommes avec les situations d'évaluation. Nous avons terminé la première situation d'évaluation. Maintenant, la situation d'évaluation numéro 2 nous dit soit la fonction f, soit f la fonction définie sur grand R par f de x égale à x moins x plus 2 en parenthèse, en facteur avec l'exponentielle de 1 moins 6. Et C de F, sa représentation graphique dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, unité graphique de centimètres. 1A. Calcule la limite de f de x constante vers l'infini et la limite de f de x sur x constante vers l'infini, puis interprète graphiquement les résultats. 1B. Calcule la limite de f de x constante vers plus l'infini. Déjà, démontre que la droite D d'équation y égale à x est une asymptote à la courbe CDF en plus l'infini. Petit b, étudie la position relative de CF par rapport à la droite D. 3. Soit la fonction g dérivable sur grand R est définie par g de x égale à 1 plus, en grand x plus 1, facteur avec l'exponentielle de 1 moins x. Petit a, calcule la limite de g en moins l'infini et en plus l'infini. Petit b, étudie les variations de g et dresse son tableau de variation sur grand R. 4a, démontre qu'il existe un unique nombre réel alpha sur grand R tel que g de alpha égale à 0, puis vérifie que alpha est compris entre moins 1,2 et moins 1,1. Petit b justifie que pour tout x appartenant à l'intervalle vers moins l'infini alpha, g de x est négatif. Et pour tout ça, appartient à l'intervalle vers alpha plus infini, G c'est positif là, il s'agit d'étudier ici G. Cinquième question, on appelle que f est dérivable sur grand R. Petit a justifie que pour tout ça appartient à grand R, la dérivée de f est égale à G de x. Petit b, étudie les variations de f sur grand R et laisse son tableau de variation. Sixième question enfin, petit a, démontre que l'alpha égale à alpha plus 1 plus 1 sur alpha plus 1. Petit b, en cas f d'alpha par deux nombres distingués ordre 1. Nous allons passer à la correction de cette situation d'évaluation numéro 2. Donc soyez attentifs. Nous passons donc à la correction de la situation d'évaluation numéro 2. C'est précédemment. Première question petit a. On nous demande de calculer la limite de f de x quand il tend vers moins l'infini et la limite de f de x sur x quand il tend vers moins l'infini, puis d'interpréter graphiquement le résultat. Donc c'est une question à deux volets. Le premier volet, c'est le calcul de deux limites. Donc je vais calculer les limites. La première limite, c'est la limite en moins l'infini de f de x. Alors, ça nous donne la limite. Quand il tend vers moins l'infini, de x moins x plus 2 facteur de exponentielle de 1 moins x. Alors ici, lorsque nous regardons bien attentivement l'expression de f de x, elle est composée de deux termes. En gros, le premier terme c'est x, le second terme c'est un produit, moins x plus 2, facteur avec exponentielle de 1 moins x. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, le premier terme va tendre vers moins l'infini. Le second terme, qui est un produit d'un polynôme, qui va tendre vers plus l'infini à cause de 6 moins. Et le second, alors, quand x tend vers moins l'infini, 1 moins x tend vers plus l'infini, donc l'exponentielle va tendre vers plus l'infini. Plus l'infini multiplié par moins l'infini, multiplié par plus l'infini, ça va faire plus l'infini. Plus l'infini plus moins l'infini, ça nous donne une forme indéterminée. Donc nous allons procéder à un changement de variable. On va donc dire, posons grand x égale à 1 moins petit x. Ce qui implique que, ce qui entraîne que petit x va être égal à, il suffit d'intervertir les places de chacune des
des variables, 1 moins petit x va donner donc 1 moins grand X. Et lorsque petit x tend vers moins l'infini, grand X il va tendre vers plus l'infini. Alors ici, petit x plus 2 va être égal à 1 moins grand X plus 2. Donc ça fait 3 moins grand X. Donc la limite quand petit x tend vers moins l'infini de f de petit x devient la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini. Alors, j'ouvre les crochets. Petit x, c'est désormais 1 moins grand X, moins grand X, petit x plus 2, c'est 3 moins grand X, en facteur avec l'exponentielle de grand X. Ce qui nous donne encore la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini. Alors, je vais développer tout ce qui est à l'intérieur des crochets. 1 moins grand X, moins 3 fois exponentielle de grand X, moins fois moins, ça fait plus grand X exponentielle de grand X. Là, nous essayons de déterminer la limite. Quand grand X va plus l'infini, le premier grand terme là, on le considère comme un terme 1 moins grand X, qui est un polynôme, va tendre vers la limite de moins x, moins grand X, qui est donc moins l'infini. L'exponentielle de grand X va tendre vers plus l'infini, moins 3 fois cette expression va donc tendre vers moins l'infini. Donc, les 3 premiers termes vont tendre vers moins l'infini. Et grand X fois exponentielle de x va tendre vers plus l'infini. Il y a toujours une forme déterminée. Donc, nous allons mettre exponentielle de grand X en facteur. Lorsque nous mettons exponentielle de grand X en facteur, il nous reste dans la parenthèse 1 divisé par exponentielle de grand X, moins grand X divisé par exponentielle de grand X, moins 3 plus grand X. Or, lorsque grand X tend vers plus l'infini, l'exponentielle de grand X tend également vers plus l'infini. Ce qui fait que son inverse, qui est 1 sur exponentielle de grand X, va tendre vers 0. Grand X sur exponentielle de grand X, donc 0, c'est une limite de référence. Et puis, moins 3 plus grand X, qui est un polynôme, à la même limite que grand X, c'est-à-dire plus infini. Finalement, tout ce qui est entre les parenthèses va tendre vers donc 0 plus l'infini. Donc, tout ce qui est dans les parenthèses va tendre vers plus l'infini et le premier facteur va tendre vers plus l'infini. Donc, on a un produit de deux fonctions qui tendent vers plus l'infini chacune. On va dire, donc, la limite, lorsque grand X tend vers plus infini, de l'exponentielle de grand X, facteur de 1 sur exponentielle de grand X, moins grand X, sur exponentielle de grand X, moins 3 plus grand X, est égal à plus infini. Alors, la limite, quand petit x tend vers moins l'infini de f de petit x égale à plus infini. Nous encadrons le résultat. Voilà. La deuxième limite, toujours à moins l'infini, c'est la limite de f de x sur x. Et donc, nous allons remplacer f de x par son expression, qui est x moins
en parenthèse x plus 2 en facteur avec l'exponentielle de 1 moins x, le tout divisé par x. Ce qui nous donne encore la limite lorsque petit x tend vers moins l'infini, et nous allons scinder et diviser chaque terme par x, ce qui donne la limite de x sur x moins x plus 2, le tout sur x, facteur d'exponentielle de 1 moins x. Ce qui nous donne encore la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1. Alors, cette fraction-là, nous pouvons la scinder. Ça nous donne x, petit x sur petit x, donc 1, plus 2 sur x, facteur de exponentielle de 1 moins x. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini, quand petit x tend vers moins l'infini, 2, on va développer 1 moins 1 facteur de l'exponentielle de 1 moins x, moins 2 sur x, qui multiplie l'exponentielle de 1 moins petit x. Alors, le même changement de variable opéré va nous donner donc, alors, petit x égale à 1 moins grand x. Voilà. Et donc, quand petit x tend vers moins l'infini, grand x tend vers plus l'infini. Et la limite à calculer devient donc, c'est la limite de f de x sur x. Attention, ce n'est pas la limite, ce n'est plus la limite de f de x, c'est la limite de f de x sur x. Donc, ça nous donne la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini. Alors, dans les parenthèses, je vais avoir ceci, 1, je peux faire le crochet, 1 moins l'exponentielle de grand x, moins 2 sur 1 moins grand x, exponentielle de grand x. Alors, de la même manière que précédemment, nous allons mettre l'exponentielle de grand x en facteur. Donc, ça nous donne la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini de exponentielle de grand x, facteur de 1 sur exponentielle de grand x, moins 1, moins 2 sur 1 moins grand x. Et lorsque grand x tend vers plus l'infini, le premier facteur qui est l'exponentielle de x va tendre vers plus l'infini. Le second facteur est une somme de 3 termes. Le premier terme va tendre vers 0, c'est une limite de référence, l'inverse d'une limite de référence. Moins 1, lui, va tendre vers moins 1. Le dernier terme, qui est une fraction rationnelle, va avoir la même limite que 2 sur moins x. Ça veut dire que la limite est mon nombre le plus haut degré au numérateur divisé par le nombre le plus haut degré au dénominateur. Donc 2 sur moins x va tendre vers 0, réel sur infini, ça va donner 0. Donc le dernier et le premier terme vont tendre vers 0, et au finish, on va avoir moins 1 comme limite dans toute l'expression qui se trouve entre les parenthèses. Donc plus l'infini multiplié par un nombre réel négatif, la limite finale va nous donner moins l'infini. On va donc rappeler les limites qui interviennent ici. Donc, la limite en plus infini de l'exponentielle de grand x, le plus infini. La limite de son inverse donc donne 0. La limite quand grand x tend vers plus infini de moins 1, ça fait moins 1. Et la limite
lorsque grand X tend vers plus infini, de 2 sur 1 moins grand X, dans la limite, lorsque grand X tend vers plus infini, de 2 sur moins grand X, c'est-à-dire 0. Donc, quand grand X tend vers plus infini, alors, toute l'expression entre parenthèses va tendre vers moins 1, qui est un nombre réel négatif. Alors, nous pouvons conclure que la limite, lorsque grand X tend vers grand X, du facteur de 1 sur l'exponentielle de grand X, moins 1, moins 2 sur 1 moins grand X, est égal à moins l'infini. Par conséquent, on peut conclure que la limite, lorsque petit x tend vers moins l'infini, du quotient f de x sur petit x, donc, égal à moins l'infini. Et à partir de ces deux résultats, on nous demande de donner une interprétation graphique. Donc on va mettre le deuxième volet de la question, c'est l'interprétation graphique. Alors, on va rappeler que on a obtenu comme résultat la limite de f de x en moins l'infini égale à plus l'infini et la limite, toujours en moins l'infini, de f de x sur x égale à moins l'infini. Nous allons dire que la courbe C de f admet une branche parabolique de direction celle de OJ en moins l'infini. Voici donc la réponse à la première question petit a et petit oui, c'est le petit a, le premier et le second volet. On va donc passer à la limite de f en plus infini, c'est-à-dire la question petit p. Alors, je vais écrire que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, est égal à la limite en plus infini de x moins, en parenthèse, x plus 2 en facteur avec l'exponentielle de 1 moins x. Et pour la même raison que tout à l'heure, nous allons opérer un changement de variable parce que simplement ici, quand petit x tend vers plus infini, le premier terme tend vers plus infini, le second terme qui est un produit a pour premier facteur moins x en le développant, moins x moins 2 va tendre vers moins l'infini et l'exponentielle de 1 moins x tend vers plus infini. Donc on a le deuxième terme qui va tendre vers moins l'infini parce que c'est un produit de deux infinis de signes contraires et le premier va tendre vers plus l'infini. La somme des deux infinis de signes contraires étant indéterminée, nous allons changer de variable. Et c'est le même changement de variable que précédemment. On va donc dire que quand petit x va tendre vers plus l'infini cette fois-ci, grand x va tendre vers moins l'infini. Bon, on va l'écrire pour ne pas se mélanger les pédales. Donc,
je vais écrire, soit grand X égale à 1 moins petit x. Ce qui entraîne que petit x égale à 1 moins grand X. Et petit x plus 2, ça va être égal à 3 moins grand X. Donc, cette fois-ci, lorsque petit x va tendre vers plus l'infini, grand X lui va tendre vers moins l'infini. Donc, la limite, quand petit x tend vers plus l'infini de f de petit x, aussi égale à la limite lorsque grand X tend vers moins l'infini de petit x s'appelle désormais 1 moins grand X. Petit x plus 2, c'est désormais égal à 3 moins grand X. Et puis l'exponentielle de grand X. Nous allons développer ça. Fait 1 moins grand X moins 3 exponentielle de grand X moins 10 grand X, ça fait plus grand X exponentielle de grand X. Or, quand grand X tend vers moins l'infini, ben 1 moins grand X, qui est un polynôme de degré 1, va avoir la même limite que moins grand X, qui va donc tendre vers plus l'infini. Les deux derniers termes sont les limites de référence. L'exponentielle de grand X à moins l'infini donne 0, et grand X exponentielle de grand X à moins l'infini donne 0. Donc, on va dire, la limite, quand grand X tend vers moins l'infini, et 1 moins grand X, égale à la limite lorsque grand X tend vers moins l'infini, de moins grand X, c'est-à-dire plus l'infini. Ensuite, la limite quand grand X tend vers moins l'infini, de 3 exponentielle de grand X, ça donne 0. Et quand grand X tend vers moins l'infini, grand X exponentielle de grand X donne également 0. Donc finalement, toute cette expression-là va avoir la même limite que la limite du premier terme qui fait plus l'infini. Donc on va dire, donc la limite quand petit x tend vers plus l'infini de f de petit x égale à plus l'infini. Voilà le résultat de ce calcul de limite. On va passer à la question suivante. À présent, la question numéro 2a. Alors, on demande de démontrer que la droite D d'équation y égale à x est une asymptote à la courbe C de f en plus l'infini. Donc, on va écrire démontrons que la droite D d'équation y égale à x est une asymptote à C de f en plus l'infini. Alors nous devons calculer simplement la limite de f de x moins y. Nous devons calculer la limite de f de x moins y en plus l'infini et trouver 0 comme résultat. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que nous sommes trompés. Parce que l'énoncé nous demande clairement de démontrer que la droite D est une asymptote. Et dire que D est une asymptote à la courbe en plus infini, ça veut dire que la courbe CDF se rapproche de plus en plus de la droite D en plus infini, ce qui fait que la différence entre f de x et y devient presque infinitésimale. Et donc, ça va nous donner ceci. F de x, ça fait donc x moins x plus 2
exponentielle de 1 moins x, et puis tout ceci moins x. Lorsque nous simplifions cette écriture, nous obtenons la limite lorsque petit x tend vers plus l'infini de moins x plus 2 exponentielle de 1 moins petit x. Et en faisant le changement de variable que nous avons effectué tout à l'heure, quand petit x va tendre vers plus infini, c'est-à-dire en posant petit x égale à 1 moins grand x, non pardon, en posant grand x égale à 1 moins petit x, voilà, lorsque petit x va tendre vers, c'est 1 moins petit x, lorsque petit x va tendre vers plus infini, grand x va tendre vers moins l'infini. Donc, et petit x plus 2 va être égal à 3 moins petit, donc je réécris tout ça. La limite, quand grand x va tendre vers moins l'infini, de 3, et 1 moins d'abord, 3 moins grand x, exponentielle de grand x. Ça donne la limite, lorsque grand x tend vers moins l'infini, de moins 3, exponentielle de grand x, moins, donc ça fait plus grand x exponentielle de grand x. Et lorsque grand x tend vers moins l'infini, l'exponentielle de grand x tend vers 0. 0 fois moins 3, ça fait 0. Grand x exponentielle de grand x, c'est une limite de référence, va donner 0. Donc, on va dire que on a la limite en moins l'infini de l'exponentielle de grand x égale à 0. Et la limite de moins 3 fois 0, ça fait 0. La limite à moins l'infini de grand x, exponentielle de grand x, ça fait aussi 0. Oh, ici, c'est moins l'infini, hein, attention. Voilà. Ce qui fait que la limite à moins l'infini de moins 3 exponentielle de grand x plus grand x exponentielle de grand x donne 0. Alors, je préfère d'où la limite lorsque petit x tend vers plus infini de f de petit x moins y égale à 0. C'est le résultat que nous devions avoir. Nous allons donc conclure que la droite D d'équation y égale à x est une asymptote à CDF 1 plus CF. Voilà pour la question 2A. La question 2B nous demande d'étudier la position relative de la courbe CF par rapport à son asymptote T. Donc, étude de la position relative de CF par rapport à T. Mais il faut faire remarquer que cette position dépend du signe de f de x moins y. Or, f de x moins y, comme nous avons calculé tout à l'heure, nous allons trouver moins, en parenthèse, petit x plus 2, facteur d'exponentielle de 1 moins x.
Ce qui fait encore moins x moins 2 facteur de, le tout facteur de 1 moins le tout facteur exponentiel de 1 moins x. Nous savons que pour tout x appartenant à R, l'exponentiel de 1 moins x est strictement positif. Donc, le signe de f de x moins y est celui de moins x moins 2. Donc, nous allons déterminer le 0. F de x moins y égale à 0 équivaut à dire que moins x moins 2 égale à 0. Ce qui revient à dire que moins x égale à plus 2. Autrement dit, petit x égale à moins 2. Nous allons donc trouver le 0 de f de x moins y. C'est donc à partir de ce 0-là que nous allons donc trouver la position de la courbe C par rapport à la droite D. Bien entendu, à partir du signe de f de x moins y. Donc, on va dire que, alors, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2, c'est-à-dire pour tous les nombres réels strictement plus petits que moins 2, eh bien, moins x moins 2 est positif. Alors, voilà donc f de x moins y est positif et c de f est au-dessus de la droite D. Ensuite, pour les nombres plus grands strictement que moins 2, moins x moins 2 est négatif, ce qui fait que f de x moins y devient négatif et cf est au-dessous de D. Et enfin, pour x égale à moins 2, f de x moins y égale à 0 parce que moins x moins 2 est égal à 0. Donc, c de f coupe D. Ou plus simplement, CDF et D, la courbe CDF et la droite D se coupent. Voici pour la question 2A et B. Nous allons passer à la question numéro 3. Alors maintenant la question 3A, il s'agit de calculer la limite de G en moins l'infini et en plus l'infini. Donc nous allons marquer alors la limite, quand x tend vers moins l'infini de g de x, c'est donc la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus x plus 1 facteur de, le tout facteur de exponentiel de 1 moins x. Alors ici également, nous allons développer d'abord l'expression. Ça nous donne la limite quand il s'en va moins l'infini de 1 plus x exponentiel de 1 moins x plus exponentiel de 1 moins x. Et lorsque x tend vers moins l'infini, 1 moins petit x, l'exponentiel de 1 moins petit x est une fonction composée. Donc 1 moins petit x va tendre vers
plus infini, parce que c'est un polynôme, et la limite, ça va donner la limite de moins x. Donc, 1 moins petit x va tendre vers plus infini, donc l'exponentielle va tendre vers plus infini également. Donc le premier et le troisième terme additionné tendent vers plus infini. Le second terme qui est un produit a pour premier facteur x qui tend vers moins l'infini, et le second exponentiel de 1 moins x qui tend vers plus infini. Moins l'infini fois plus infini, ça nous donne donc moins l'infini. Moins l'infini plus infini, ça nous donne une forme indéterminée. Nous faisons le même changement de variable que tout à l'heure, en posant grand x égale à 1 moins petit x. Ce qui fait que petit x est égal à 1 moins grand x. Et lorsque petit x tend vers moins l'infini, grand x tend, lui, vers plus infini. Donc, la limite, lorsque petit x tend vers moins l'infini, de g de petit x, alors cette limite-là devient la limite lorsque grand x tend vers plus infini de 1 plus, alors petit x c'est 1 moins grand x, exponentielle de grand x, voilà, donc ça va donner ensuite la limite quand grand x tend vers plus infini de 1 plus, on va développer, voilà, donc 1 va rester constamment égal à 1, tend vers 1, l'exponentielle de grand x va tendre vers plus infini, mais le produit moins x exponentielle de grand x va tendre vers moins l'infini. Donc on va mettre l'exponentielle de grand x en facteur pour lever l'indétermination. Donc ça nous donne exponentielle de grand x facteur de 1 sur exponentielle de grand x plus 1 moins grand x. Et il se trouve que lorsque grand x tend vers plus infini, l'exponentielle de grand x tend vers plus infini aussi. Mais son inverse va tendre vers 0. Et lorsque grand x tend vers plus infini, 1 moins grand x a la même limite que moins grand x, c'est-à-dire moins l'infini. Ce qui fait que la limite en plus infini de 1 sur l'exponentielle de grand x moins 1 moins grand x, là c'est moins 1 autant pour moi, ça nous donne moins l'infini. Alors, la limite quand grand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de grand x en facteur avec 1 sur l'exponentielle de grand x moins 1 moins grand x va donc donner le premier facteur donne plus l'infini, le second donne moins l'infini. Donc, tout le produit va tendre vers moins l'infini. Ce qui fait que la limite en moins l'infini de g de petit x égale à moins l'infini. Voilà. Voilà le résultat de cette limite. Nous allons ensuite calculer la limite de g de x en plus l'infini. Voilà, donc c'est la limite quand petit x va plus infini de 1 plus, en parenthèse, x plus 1 en facteur avec l'exponentielle de 1 moins x. Alors, lorsque alors on peut garder l'expression intacte. Ici, nous avons deux grands termes. Le premier terme tend vers 1, le second qui est un facteur, un produit de facteurs, deux facteurs. Le premier facteur, c'est un polynôme. Il va avoir la même limite que la limite de petit x en plus infini, c'est-à-dire plus infini. Et le second facteur qui est une fonction composée. Alors, lorsque petit x va tendre vers plus infini, 1 moins petit x va tendre vers moins l'infini, donc son exponentielle va tendre vers 0, 0 fois infini,
c'est une forme indéterminée. Donc, nous allons changer les variables, mais avant, je vais développer 1 plus x exponentielle de 1 moins petit x plus exponentielle de 1 moins petit x. Et en posant grand X égale à 1 moins petit x, cela entraîne que petit x égale à 1 moins grand X. Et lorsque petit x va tendre vers plus infini, et bien grand X tend vers moins l'infini. Donc la limite, lorsque petit x tend vers plus infini de g de petit x est égal à la limite lorsque grand X tend vers moins l'infini de 1, alors je mets les crochets, plus petit x qui est 1 moins grand X exponentielle de grand X plus encore exponentielle de grand X. Voilà. Donc, lorsque grand X tend vers moins l'infini, je vais développer toutes les expressions. Là, ça nous fait 1 plus l'exponentielle de grand X, moins grand X exponentielle de grand X, plus l'exponentielle de grand X. C'est-à-dire, la limite, quand grand X tend vers moins l'infini, de 1 plus 2 exponentielle de grand X, moins grand X exponentielle de grand X. Alors, lorsque grand X tend vers moins l'infini, le nombre 1 reste égal à lui-même, et l'exponentielle de grand X va tendre vers 0. 2 fois 0, ça fait 0. Grand X exponentielle de grand X va tendre vers 0. Donc, la limite quand grand X tend vers moins l'infini de 1 est une constante, reste égale à 1. La limite quand grand X tend vers moins l'infini de 2 fois, on va dire, l'exponentielle de grand X égale à 0. Ce qui fait que la limite quand grand X tend vers moins l'infini de 2 fois l'exponentielle de grand X est égale à 0. Et puis, la limite quand grand X tend vers moins l'infini de grand X exponentielle de grand X égale à 0. D'où la limite quand grand X tend vers moins l'infini de 1 plus 2 exponentielle de grand X moins grand X exponentielle de grand X égale à 1. Par conséquent, la limite quand petit x tend vers plus infini de g de x égale à 1. Alors, voilà. Le petit b, on nous demande d'étudier les variations de la fonction g et de dresser son tableau de variation. Donc la question petit b maintenant de la question 3. De grand G sur R. Alors, c'est le premier volet. Alors, on va dire que G pour étudier la variation de G, il nous faut connaître sa dérivée. Et c'est le signe de la dérivée qui va nous permettre de savoir à quel moment G est croissante, à quel moment elle est décroissante. Voilà pourquoi nous allons nous intéresser à la dérivée de G. G est donc dérivable sur grand R et on a G' de x égale à la dérivée de 1 plus x entre parenthèses, tout facteur de l'exponentielle de 1 moins x. Voilà, donc c'est la dérivée de toute cette expression-là. Ce qui fait que la dérivée de 1, c'est 0 là,
plus, là c'est un produit, ça va faire la dérivée du produit U fois V, fait U' fois V plus U fois V'. C'est cette formule que nous allons appliquer. Ce qui nous donne donc la dérivée de x plus 1 en facteur avec exponentielle de 1 moins x plus x plus 1 que multiplie la dérivée de exponentielle de 1 moins x. Or, la dérivée de exponentielle de u de x, c'est égal à la dérivée de u fois exponentielle de u de x. Donc, la dérivée de x plus 1, ça fait 1. 1 multiplié par exponentielle de 1 moins x. Plus, là, ça nous fait x plus 1, facteur de la dérivée de exponentielle de 1 moins x. Ça nous donne la dérivée de 1 moins x d'abord. Facteur de exponentielle de 1 moins x. Ce qui donne ensuite l'exponentielle de 1 moins x plus x plus 1. Alors la dérivée de 1 moins x, ça fait moins 1, que multiplie l'exponentielle de 1 moins x. Alors, lorsque je mets l'exponentielle de 1 moins x en facteur, il va me rester ceci. 1 plus x plus 1 fois moins 1, donc ça fait moins x moins 1. Et donc, 1 moins 1, ça va se simplifier. Il va rester, donc, pour tout x appartenant à grand R, g' de x égale à moins x, exponentielle de 1 moins x. Voici la dérivée de la fonction g. Et nous faisons remarquer que cette dérivée est sous la forme d'un produit de deux facteurs. Lesquels facteurs sont moins x et exponentielle de 1 moins x. Alors, nous savons que pour tout nombre réel x, l'exponentielle de 1 moins x qui est dans le second facteur est toujours positif. Par conséquent, le signe de la dérivée de g va dépendre du signe de x, ou c'est le signe de moins x. Donc on va dire que la dérivée de g égale à 0 lorsque moins x égale à 0, c'est-à-dire que x égale aussi à 0. Alors, nous pouvions dresser un tableau ici, mais ce n'est pas nécessaire ici. Un 0 qui est connu, x égale à 0, donc on va dire que pour tout x négatif, strictement, eh bien, moins x, qui est l'opposé de x, devient positif, et g' de x est positif. Alors, g est strictement croissante sur l'intervalle des nombres réels strictement négatifs. Pour x strictement positif, eh bien l'opposé de x est négatif strictement, ce qui fait que g' de x est aussi strictement négatif. Alors, la fonction g est strictement décroissante sur l'intervalle des nombres réels strictement positifs. Nous allons à présent dresser le tableau de variation de la fonction g. C'est donc le second volet de cette question.
Alors, nous allons dresser le tableau de variation. C'est donc le second volet de la question 3B. Donc, on va mettre 3B toujours. Le second volet, c'est le tableau de variation de la fonction G. Alors, la première ligne du tableau, c'est l'ensemble de définitions. La deuxième ligne, réservée au signe de la dérivée. Et la troisième et dernière ligne, ce sont les variations de la fonction G. Donc, voilà. La première colonne est là. L'ensemble de définitions. De moins l'infini à plus l'infini. La dérivée de G. Et puis, voilà, G de X. Alors, le 0 de la dérivée, c'est 0, on a dit. Donc, la dérivée s'annule en 0. À gauche de 0, elle est positive, alors qu'à droite de 0, elle est négative. Ce qui fait que la fonction est strictement croissante. Nous avons trouvé la limite de G à moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite de G en plus infini, c'est 1. Donc, là, nous allons calculer l'image de 0. Voilà. La fonction est croissante sur le premier intervalle, ça veut dire moins l'infini à 0. Et le 0 à plus l'infini est décroissante. Alors, juste à côté du tableau, nous allons calculer l'image de 0. Ça fait 1 plus 0 plus 1 fois exponentielle de 0. Ce qui fait 1. Voilà. 1 plus 0 plus 1, ça fait 1. Voilà. 1 plus, non, c'est 1 moins 0, pardon. Voilà, donc ça fait E. Donc, G de 0 égale à 1 plus E. Qui est une grandeur bel et bien positive. Voilà le tableau de variation de la fonction G. La question 4 nous demande de montrer qu'il existe un unique nombre réel alpha sur l'ensemble grand R tel que G de alpha égale à 0. Puis, en second volet, de vérifier que alpha est compris entre moins 1,2 et moins 1,1. Donc, nous allons aborder le premier volet d'abord, 4A, à savoir l'existence et l'unicité de alpha. Alors ici, nous constatons que sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0, la fonction G est continue strictement croissante. Et de plus, l'image de l'intervalle ouvert moins l'infini 0, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini 1 plus E, lequel intervalle contient 0. Donc, il va se trouver un antécédent unique alpha ici, donc tel que G de alpha égale à 0, un antécédent unique de 0. Et puis, sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, la fonction est continue strictement décroissante. Et l'image de l'intervalle des nombres réels strictement positifs, c'est l'intervalle ouvert 1 plus E. Cet intervalle ayant pour borne inférieure et supérieure positive, ne contient donc pas 0. Donc, l'équation G de X égale à 0 ne peut pas avoir de solution sur cet intervalle. En définitive, sur l'ensemble des définitions, il existe un seul nombre réel alpha compris entre moins l'infini et alpha, dans l'intervalle moins l'infini alpha, qui a pour image 0. Donc, on va résumer cela. On va dire que, on dit, montrons qu'il existe un unique nombre réel alpha appartenant à grand R tel que G de alpha égale à 0. Alors, on dit que G
est continue strictement croissante. Sur l'intervalle ouvert moins l'infini, 0. De plus, l'image de ce premier intervalle, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini, et puis ouvert 1 plus 2. Or, 0 appartient à cet intervalle image. Donc, il existe un unique nombre réel alpha appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini 0, tel que G de alpha égale à 0. Alors, le même raisonnement sur l'intervalle des nombres réels strictement positifs. Dans cet intervalle-là, G est continu et strictement décroissante. De plus, je vais venir à la ligne. Je vais dire de plus. L'image de l'intervalle ouvert 0 plus infini, c'est l'intervalle ouvert 1 plus 2. Et comme 0 n'appartient pas à cet intervalle image, alors l'équation G de x égale à 0 n'a pas de solution ou n'admet pas de solution sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Donc, il n'existe aucun nombre réel sur l'intervalle ouvert à 0, ouvert plus infini, qui puisse annuler G. Donc, en définitive, on a trouvé une seule solution de l'équation G de x égale à 0, qui est sur l'intervalle des nombres réels strictement négatifs. Donc, on va dire en définitive, ou au total, l'équation G de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur R. On va dire sur R, voilà. Donc, il existe un seul nombre alpha sur R tel que G de alpha égale à 0. Voilà. Il faut comprendre simplement que c'est la même question. Et lorsqu'on vous demande de montrer que l'équation G de x égale à 0 a une solution unique alpha sur grand R. Voilà. Ça veut dire que G de alpha égale à 0. Le second volet, nous allons vérifier que alpha est compris entre moins 1,2 et moins 1,1. On va dire que cet intervalle, qui est donc l'intervalle ouvert moins 1,2, moins 1,1, est inclus dans l'intervalle ouvert moins l'infini 0, sur lequel G de x égale à 0 admet une solution unique alpha. Donc, nous avons dit que sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0, G est continue strictement croissante et que l'image de cet intervalle-là contenait 0. Donc, on va voir si l'image de
ces deux valeurs-là se trouvent avec des signes contraires, alors alpha est compris entre moins 1,2 et moins 1,1. Donc c'est ce qui nous reste à vérifier. Donc on a cet intervalle qui est inclus dans le grand intervalle. Donc de plus, l'image de moins 1,2, eh bien ça fait 1 plus moins 1,2 plus 1 facteur de exponentielle de 1 moins donc 1 plus 1,2. Et lorsque nous effectuons le calcul, nous trouvons environ moins 0,805. Qui est une valeur négative. Et l'image de moins 1,1 égale à 1 plus moins 1,1 plus 1, le tout facteur de 1 moins donc 1 plus 1,1. Ici, nous obtenons approximativement 0,183, qui est la valeur approchée à l'autre 3 et qui est une valeur positive. Alors, on obtient donc l'image de moins 1,2 et l'image de moins 1,1 sont des signes contraires. C'est ce que nous écrivons en mathématiques. L'image de moins 1,2 multiplié par l'image de moins 1,1 est négatif. Parce qu'on nous a dit que lorsque deux nombres sont des signes contraires, leur produit est négatif. Alors, nous allons dire que alpha est compris entre moins 1,2 et moins 1,3. Alors, alpha est compris entre moins 1,2 et moins 1,1. Autant pour moi. Voilà la vérification de l'appartenance d'alpha à cet intervalle. On nous demande maintenant de trouver le signe de g de x suivant les valeurs de x. Donc, je vais écrire alpha dans le tableau. Voilà. Alpha se situe là. Alors, le signe de g de x, justifier la justification du signe de g de x. Alors, nous allons dire que l'image, alors, l'arrivée de alpha dans le tableau de variation de G partage, ou bien je dirais divise le tableau de variation, ce tableau de variation en deux sous-intervalles. Alors, l'intervalle ouvert moins l'infini alpha et l'intervalle ouvert alpha plus infini. Nous allons donc déterminer l'image de chacun de ces deux intervalles. On va dire que l'image de l'intervalle ouvert moins l'infini alpha, c'est l'intervalle ouvert en la limite quand il tend vers moins l'infini, puisque sur cet intervalle la fonction est croissante de g de x et puis ouvert en g de alpha, ce qui nous donne l'intervalle ouvert à moins l'infini 0. Voilà, c'est l'intervalle, voilà, c'est plutôt alpha ici, voilà. Ce qui fait que si x appartient, si un nombre réel x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini alpha, son image qui est g de x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Ça veut dire que cette image est négative. Alors je souligne ça. Ensuite, l'image de l'intervalle ouvert alpha plus l'infini
Alors, à partir du tableau de variation, ça va être l'image de l'intervalle ouvert alpha 0, union l'image de l'intervalle ouvert à 0 plus infini. Donc ça nous donne intervalle ouvert 0, 1 plus E. Alors ici, si X appartient à l'intervalle ouvert alpha plus infini, son image est comprise entre 0 et 1 plus E. Donc cette image est positive. En définitive, on a pour tout X, alors là je souligne également, pour tout X appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini alpha, G de X est négatif, et pour tout X appartenant à l'intervalle ouvert alpha plus infini, eh bien, G de X est strictement positif. Voici donc le signe de G de X sur grand R. Nous allons passer à la question numéro 5, où on nous demande de calculer la dérivée de la fonction f. À présent, la question numéro 5. La question 5 est scindée également en deux sous-parties. Le petit a nous demande de justifier que la dérivée de f est égale à j. Donc, justifions que pour tout x réel, la dérivée de f de x est égale à g de x. Nous allons dire que f est dérivable sur grand R parce que essentiellement composé des fonctions toutes dérivables sur grand R. Et sa dérivée est, alors f' de x, c'est donc la dérivée de toute cette expression-là que nous pouvons calculer aisément de la manière suivante. Ça va faire donc la dérivée de x moins, alors ici, là, c'est un produit de deux fonctions toujours sous la forme u fois v prime qui donne donc u prime fois v plus u fois v prime comme nous l'avons rappelé précédemment. Donc, notre u c'est x plus 2 et notre v c'est l'exponentielle de 1 moins x qui est une fonction composée. Donc ça va nous donner la dérivée de x plus 2 multiplié par l'exponentielle de 1 moins x plus x plus 2 que multiplie la dérivée de exponentielle de 1 moins x. La dérivée de x, ça fait 1, moins, alors on va avec toutes les dérivées qui sont à l'intérieur des crochets. La dérivée de x plus 2, ça fait 1 également, multiplié par exponentielle de 1 moins x. Alors, plus x plus 2, que multiplie la dérivée de l'exponentielle de 1 moins x, ça nous donne la dérivée de 1 moins x multiplié par l'exponentielle de 1 moins x. Parce que c'est sous la forme de exponentielle de u de x à dérivée, qui va donc donner la dérivée de u que multiplie l'exponentielle de u. Voilà pourquoi nous avons procédé comme ça. Merci beaucoup. Alors, ça nous donne ensuite 1 moins la dérivée de 1, pardon, 1 multiplié par l'exponentielle de 1 moins x, ça fait l'exponentielle de 1 moins x, plus x plus de la dérivée de 1 moins x, ça fait moins 1, alors tout ceci facteur de 1 moins x. Nous allons développer 1 moins exponentielle de 1 moins x, moins 1 fois ce facteur là, ça fait donc moins x fois exponentielle de 1 moins x
Moins 1 multiplié par 2, ça nous fait moins 2 qui multiplie l'exponentielle de 1 moins x. Voilà. Attention, il y a un signe moins là. Je fais comme ça. Donc, voilà. OK. Donc, je vais faire répercuter le signe moins que voici en supprimant les parenthèses. Ça me fait désormais, j'ai exponentielle de 1 moins x, moins 2 exponentielle de 1 moins x. Ça me fait moins 1 exponentielle de 1 moins x. Moins x exponentielle de 1 moins x. Et lorsque je vais développer je vais supprimer les parenthèses, ça me donne moins 1, ça fait plus exponentielle de 1 moins x, moins x, ça fait plus x, exponentielle de 1 moins x. Et en mettant l'exponentielle de 1 moins x en facteur, ça me fait donc 1 plus x. Ce que l'on peut écrire encore 1 plus x plus 1, facteur d'exponentielle de 1 moins x. Or, cette expression qui vient d'être obtenue n'est autre que g de x. Donc ça, donc après le calcul, nous pouvons conclure que pour tout x appartenant à grand R, eh bien, la dérivée de f de x, c'est bel et bien égal à g de x. Donc, voilà, j'encadre le résultat. La question B maintenant, la question 5B, nous demande d'étudier les variations de f et de dresser son tableau de variation. Donc, c'est une question à deux volets, 5B. Donc, on va étudier les variations de f d'abord. Je marque les variations de f sur grand R. Il faut dire que les variations d'une fonction dépendent du signe de sa dérivée. Ici, comme la dérivée de f est égale à g, et que nous avons déjà déterminé le signe de g dans la question 4, la question précédente, la question 4b précisément, nous allons dire que, nous allons rappeler que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini alpha, g de x est négatif, et donc f' de x, qui est aussi égal à g de x, est également négatif. Alors, sur cet intervalle, f est strictement décroissante. Et par analogie, lorsque x appartient à l'intervalle ouvert alpha plus l'infini, nous avons vérifié que g de x est positif, donc f' de x est également positif sur l'intervalle, ce qui fait que f est strictement croissante sur cet intervalle. Donc, intervalle vers alpha plus infini. Le second volet, il s'agit de dresser le tableau de variation de f. Donc, je marque le second astérisque, tableau de variation de f. Et voilà le tableau. Voilà. La première ligne du tableau, c'est l'ensemble de définition de f, c'est-à-dire l'ensemble grand R, donc du moins l'infini à plus l'infini. La seconde ligne consiste à faire mention du signe de la dérivée, et la dérivée de f a pour 0 alpha. Nous avons dit qu'à gauche de alpha, la dérivée est négative, et à droite, la dérivée d'alpha, la dérivée est positive, ce qui fait que la dernière ligne du tableau où se trouvent les variations, on va marquer que
à moins l'infini, on a trouvé comme limite plus infini. Donc la fonction décroît jusqu'à atteindre f de alpha et croît ensuite tend vers plus infini. Voici donc le tableau de variation de la fonction f sur son ensemble de définitions. À présent, la question 6, on nous demande dans la partie petit a de montrer que f de alpha égale à alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc 6a, montrons que f de alpha égale alpha plus 1 sur alpha plus 1. Alors, nous savons que f de x, c'est x moins, en parenthèse, x plus 2, tout facteur de 1 moins exponentielle de x. Par conséquent, f de alpha va donner alpha moins, en parenthèse, alpha plus 2, facteur de exponentielle de 1 moins alpha. Or, l'expression qui nous est demandée de vérifier, il n'y a pas de terme en exponentielle de 1 moins alpha. Nous allons donc aller chercher l'exponentielle de 1 moins alpha dans la fonction g où alpha représente un 0. Donc on va dire, or, g de alpha, c'est égal à 1 plus alpha plus 1, un facteur avec exponentielle de 1 moins alpha, qui est aussi égal à 0, puisque g d'alpha est égal à 0. Par conséquent, on va dire que alpha plus 1 facteur de tout facteur d'exponentielle de 1 moins alpha va être égal à moins 1. On va donc tirer l'exponentielle de 1 moins alpha qui donne moins 1 sur alpha plus 1. Voilà. Et nous allons donc remplacer l'exponentielle de 1 moins alpha par sa nouvelle expression dans l'expression de f de alpha. On va dire que f de alpha devient alpha moins, en parenthèse, alpha plus 2 facteur de l'exponentielle de 1 moins alpha qui est désormais égal à moins 1 sur alpha plus 1. Ce qui fait encore alpha moins multiplié par moins 1 multiplié par moins 1 fait plus 1, facteur de alpha plus 2, facteur de 1 sur alpha plus 2. Il se trouve que multiplier un nombre par une fraction revient à multiplier le nombre par le numérateur de la fraction et à conserver le dénominateur. Ça nous donne alpha plus 2, alpha plus 2, le tout divisé par alpha plus 1. Ici, nous prenons le dénominateur les deux termes, ce qui va nous donner alpha au carré plus alpha fois 1, ça fait alpha, plus encore alpha, plus 2, le tout sur alpha plus 1. Ce qui nous donne comme numérateur alpha au carré, plus 2 alpha, plus 2, le tout divisé par alpha plus 1. Ça c'est f de alpha. Alors, on nous demande de montrer que c'est égal à alpha plus 1 sur alpha plus 1. Nous allons donc effectuer une division euclidienne de alpha carré plus 2 alpha. Voilà. On va dire alpha au carré plus 2 alpha plus 2, une division par alpha plus 1. Alors en alpha carré va combien de fois alpha? Il va une fois alpha, alpha fois alpha, ça nous fait alpha au carré, alpha multiplié par 1, ça nous fait plus 1 alpha. Nous faisons la soustraction. Alpha carré autour de alpha carré, ça nous fait 0. Alpha autour de 2 alpha, il nous reste alpha. Nous continuons la division. Là, il va une fois alpha, ça fait alpha. 1 multiplié par 1, ça fait 1. On fait la même soustraction. Alpha autour de alpha, ça fait 0. 1 autour de 2, il reste 1. Donc, on va dire que ceci donne
Le quotient alpha, c'est alpha plus 1, plus le reste, comme le reste n'est pas nul, donc alpha carré plus 2 n'est pas divisible par alpha plus 1. Donc on peut l'écrire sous cette forme-là. Le reste sur le diviseur. Voilà f de alpha. Nous allons maintenant encadrer f de alpha par deux nombres décimaux d'ordre 1. Nous allons à présent encadrer f de alpha. Donc on va dire encadrement de f de alpha. Alors, on va l'appeler l'expression de f d'alpha. F de alpha, c'est donc alpha plus 1 plus 1 divisé par alpha plus 1. Bon. Comme nous avons l'encadrement de alpha, nous allons nous appuyer, nous allons utiliser cet encadrement pour trouver celui de f de alpha. Donc, à partir de l'encadrement de alpha, on va donc encadrer alpha plus 1. Ça nous fait donc moins 1,2 plus 1. Alpha plus 1, donc on prie entre moins 1,2 plus 1 et moins 1,1 plus 1. C'est-à-dire que alpha plus 1 est compris entre moins 0,2 et moins 0,1. Ça c'est alpha plus 1. Je conserve ça parce que j'en ai besoin tout à l'heure. Je vais ensuite trouver l'encadrement de l'inverse de alpha plus 1. Il se trouve donc que alpha plus 1 est négatif. Donc je ne peux pas encadrer son inverse directement. Je vais trouver d'abord l'opposé de alpha plus 1. Donc, chercher un encadrement à terme positif. Alors, si alpha plus 1 est compris entre moins 0,2 et moins 0,1, ça veut dire que son opposé est compris entre 0,1 et 0,2. Ce qui fait que l'inverse de cet opposé va être compris entre l'inverse de 0,2 et l'inverse de 0,1. Comme nous savons que quand deux nombres sont rangés, deux nombres positifs sont rangés d'un ordre donné, leurs inverses sont rangés dans l'ordre contraire. Ce qui nous donne ensuite moins 1 sur alpha plus 1. Donc l'opposé de l'inverse de alpha plus 1 va donner donc 1 sur 0,2, ça fait 5, et 1 sur 0,1, ça fait 10. Voilà. Et donc nous allons encadrer maintenant 1 sur alpha plus 1. Donc, l'inégalité doit changer de sens, et on aura donc moins 10 qui devient plus petit que 1 sur alpha plus 1 qui est plus petit que moins 5. Nous allons additionner membre à membre. Voilà ces deux inégalités. Donc on va dire 1 plus 2 nous permet d'avoir alpha plus 1 plus 1 sur alpha plus 1 est compris en moins 0,2, moins 10 et moins 0,1, moins 5. Or, cette somme-là, c'est f de alpha. Ici, ça nous fait moins 2,2. Et là, moins 5,1. Voici donc l'encadrement de f de alpha. Cet encadrement est bel et bien par deux décimaux d'ordre 1. Voilà ce qui met donc fin à cet exercice numéro 2, la situation d'évaluation numéro 2. Nous allons passer à la situation d'évaluation numéro 3. Merci beaucoup.